Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vois qu'il y a des personnes aujourd'hui du Québec, je vois des personnes aussi de Suisse, d'Afrique et apparemment aussi de la zone Pacifique. Donc, vraiment, bonjour et bienvenue à ce cinquième webinaire international. Donc, la proposition, vous la connaissez, hein, c'est vraiment partager les meilleures expertises en réunissant les meilleurs experts de renommée mondiale, comme celui que j'aurai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui. Sur les 4 continents, la formule, c'est toujours la même, 30 minutes de webinaire et 15 minutes à peu près de questions-réponses. Alors, une fois qu'on a dit ça, vous retrouverez donc à la fois, merci Sarah, nos webinaires en ligne. Voilà, ils sont à votre disposition. Vous trouverez aussi un white paper qui est édité dans les 24 heures et qui va permettre d'avoir une synthèse à la fois de ce qui a été présenté, mais aussi des questions-réponses. Et vous aurez aussi un questionnaire de satisfaction qui nous aide à nous améliorer. Alors, sans plus tarder, j'ai le grand plaisir d'accueillir Bernard Laure, expert s'il en est devant l'éternel. On se connaît depuis quelques années. Aussi un conférencier célèbre, notamment sur les tendances de l'informatique. Et il a beaucoup travaillé aussi sur le marketing, le CRM, la relation client, entre guillemets, réinventée. Et là, il nous fait le plaisir d'intervenir sur le thème de l'IA, du marketing et des relations clients. À toi, Bernard. Eh bien, merci Christophe. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Nous voici donc, et je vais projeter mes slides, donc les partager, de façon à ce que tout le monde puisse voir un petit peu la chose. Donc, le thème que m'a confié Christophe, IA, marketing et relations clients, comme je dis, c'est un challenge que de faire un petit tour sur ce domaine-là, que je connais un peu effectivement, en 30 minutes. Pourquoi ? Il y a de l'IA partout. Partout. C'est même surprenant qu'en aussi peu de temps, c'est-à-dire en 1 an et demi, 2 ans, l'IA ait gagné en fait cette ampleur. Alors c'est vrai bien sûr dans la relation client au sens large, c'est vrai dans tous les domaines, des ressources humaines jusqu'à la production et à l'industrie. Donc nous, ce qu'on va essayer de visualiser un petit peu, c'est la gouvernance des données. C'est en fait une des conditions sine qua non de l'IA, le marketing numérique bien sûr, tout ce qui est Salesforce Automation, assistance, support, et la numérisation des processus, qui est aussi un domaine particulièrement important dans l'approche client. Ce que je voudrais dire là, et avant de commencer, je voudrais rappeler deux choses qui sont fondamentales parce qu'elles permettent de situer l'impact de l'IA sur la relation client. D'abord, rappeler que toutes nos relations clients, depuis 20 ans, est orientée vers la prise en compte de la confrontation générationnelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne s'adresse plus aux clients, on s'adresse à des générations de clients. Et ça, c'est un point important. Pourquoi c'est un point important ? Vous verrez que l'IA va permettre de renforcer ces stratégies. On ne parle pas de la même façon avec un boomer et avec un membre de la génération Z ou alpha. C'est une évidence. Le deuxième élément, c'est que nous avons à prendre en compte la transformation de l'écosystème et du business model de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on a connu il y a 50 ans le 4P, le fameux 4P, où pour une entreprise, il faut avoir un bon produit, un bon prix, faire de la pub au bon endroit, et puis amener les gens dans le magasin où vous avez mis vos produits, qui était une approche très statique et je dirais très classique à l'époque. On a eu le passage au 4C. Le 4C, c'est il faut avoir les produits, certes, mais maintenant il faut avoir les clients, il faut communiquer avec les clients, il faut leur offrir du confort au meilleur coût. C'est ça un peu l'élément important. Et le 4P, ma foi, on avait intégré l'ordinateur, mais ça faisait plutôt des tâches administratives. Avec le 4C, on a pris un choc, le premier choc, parce que c'était l'arrivée d'Internet et que manifestement, on a pu, de cette façon-là, changer complètement la relation que l'on avait avec le client, ou grandement la changer, sans pour autant abandonner les boomers, avec une des particularités pour, du moins les entreprises qui s'adressent à toutes les générations,
c'est d'avoir des messages qui soient adaptés à chacune des générations. Hein. On ne s'exprime pas et je dirais on ne promeut pas hein, ces produits avec les boomers, comme on les produit avec la génération Z ou Alpha, hein, qui est une fan de l'ENA situation. Hein. Donc, c'est ça un peu l'idée. Et ce qui se passe actuellement incontestablement, même si on n'y a pas donné de nom particulier, ça aurait été bien de trouver un 4P, 4C, 4E ou 4H ou 4 ce qu'on veut. Nous, on appelle ça la CX, l'expérience client, l'attachement en fait à des produits, à une marque, à une image, hein, et puis ce besoin hein, qu'on va devoir générer et qui est propre en fait à ces nouvelles générations. Donc, vous voyez qu'en fait la particularité, c'est que là, on est pile poil dans l'IA, l'intelligence artificielle. Avec un autre facteur quand même que je rappelle là, c'est qu'en chaque génération correspond un canal. Hein, c'est-à-dire que les boomers, c'est l'agence et c'est le conseiller en agence, et puis c'est le courrier hein, encore. Hein. La génération X, elle, c'était le web et le navigateur. La génération Z, c'est le smartphone et c'est l'apps. Hein. Donc c'est ça un peu l'idée. Deuxième chose que je voudrais bien préciser, c'est que bon, bien sûr, actuellement, la folie, c'est l'IA générative, hein, ChatGPT, Gemini, Claude, etc., etc. Bon, quand on parle entreprise, nous avons à disposition différentes formes d'intelligence artificielle, et pas uniquement une seule. Depuis le début, hein, et depuis que l'intelligence artificielle est apparue, hein, et qu'en fait, si je prends mes... Ah, non, hop, si je vais chercher mon pointeur laser, oui, qu'en fait, hein, on a toujours, hein, mais c'est complètement masqué, hein, le début de l'intelligence artificielle il y a 50 ans, l'IA symbolique, c'est les systèmes experts. Il y en a partout. Quand vous montez à votre ascenseur, vous déclenchez un système expert. Hein. On a eu bien sûr le machine learning, hein, c'est-à-dire l'intelligence artificielle statistique, on l'a toujours, qui permet en particulier de travailler les données. Et vous avez beaucoup d'équipes en business intelligence en fait, qui s'occupent des data en entreprise, qui utilisent des algorithmes de machine learning déjà depuis plusieurs années. Et puis, il y a bien sûr le deep learning qui est arrivé. Le deep learning, dont une variante de l'intelligence artificielle générative, et qui a proposé ce boom parce que ça a donné accès à une grande majorité de gens à la masse d'informations qui étaient disponibles sur la planète et en particulier sur le net. Donc en fait, ça, c'est un élément important, mais c'est encore en train d'évoluer. Vous voyez qu'en fait, hein, on a vu hein, cette espèce de floraison de langage spécifique permettant de traiter le documentaire, d'intelligence artificielle générative, l'intégration de ces intelligences artificielles génératives dans les produits de tout poil. Nous sommes maintenant dans une phase qui est en train de muter. En fait, on parle beaucoup d'agents et d'agentique parce que c'est un prolongement de l'intelligence artificielle en général et pas seulement de l'intelligence artificielle générative qui permet hein, à une entité autonome de réagir hein, par rapport à différents événements, de s'informer sur le réseau, de raisonner hein, sur les informations et de piloter hein, dans des phénomènes, de préconiser, mais aussi hein, de commander véritablement hein, des suites de processus. Et donc en fait, cette évolution vers l'agent et vers l'agentique est un élément qui est démultiplicateur aujourd'hui de l'approche intelligence artificielle. Donc je dirais qu'avec les systèmes experts, on sait réagir, avec les machine learning, on sait analyser, avec les langages et l'IA générative, on sait générer, avec l'agentique, on va savoir et on sait déjà automatiser, résoudre, décider. Et puis on a appris des choses. Hein. Dès le début, on a su que l'intelligence artificielle, c'est une rupture importante. C'est-à-dire qu'en fait, qu'on passait pour être caricatural, pour aller vite, hein, puisque notre temps nous est compté, on est passé en fait d'un modèle où le programme en informatique générait les données, à un modèle en intelligence artificielle, ce sont les données qui génèrent le programme. C'est-à-dire on a inversé la chose. Et on s'est aperçu qu'aujourd'hui, dans l'intelligence artificielle, ce qui est important, c'est l'apprentissage, la phase d'apprentissage et d'entraînement d'un modèle, quel qu'il soit, qui précède la phase d'utilisation du modèle, qui est donc la phase d'inférence. Donc ces deux éléments sont apparus très très clairement. Et puis, quand on a commencé à travailler sur l'intelligence artificielle générative, qui, elle, par définition, hein, en fait, est un fabuleux outil de management de la data, on s'est un peu aperçu, et ça c'est la grande règle, pas d'IA sans data. Voilà. Là, on est en train de voir apparaître
une autre expression, une autre baseline qui est intéressante avec l'arrivée d'agents, des agents, d'agentique, etc. Beaucoup de gens disent l'IA accélère le temps. C'est-à-dire qu'elle permet de faire beaucoup plus vite des choses qu'on faisait beaucoup plus lentement. Hein, pour dire. Donc, gardons ça en tête. L'IA aujourd'hui, c'est tout ça. En première chose, hein, il faut récupérer les données. Hein, c'est le vrai problème. Souvent, on me dit, mais pourquoi, là, actuellement, il y a des enquêtes qui disent que 80% des projets IA se sont plantés. Je dis toujours, dans les 80%, il y a deux parts. La moitié, ce sont des gens qui ne savaient pas ce qu'on pouvait faire avec l'IA. Et donc, ils se sont embarqués dans des projets qui, en fait, n'ont pas vu le jour parce qu'ils n'étaient pas véritablement en phase avec les stratégies d'entreprise. Ça, c'est une moitié. Et l'autre moitié sont des gens qui ont lancé des projets qui étaient parfaitement capables, mais qui se sont aperçus après qu'ils n'avaient pas de data. Ah, donc, en fait, la problématique là, et on le voit bien dans beaucoup d'entreprises aujourd'hui, on est dans la phase de récupération des données, tu peux dire. Hein. Donc, je l'ai mis là, mais pas d'IA sans data, mais pas de data sans IA non plus. Vous allez voir pourquoi. Et vous voyez apparaître là un premier slide, j'en ai plusieurs hein, dans cet exposé, qui indique les process classiques tels qu'on les connaît et où se trouve l'IA. Hein, on se limitera à ça. Hein. Je vous dirais juste, là il y a de l'IA, là il y a de l'IA maintenant. Hein, il y a des outils qui sont disponibles sur le marché. On peut véritablement s'engager dans ces voies-là. Donc, vous voyez qu'en fait, aujourd'hui, la problématique, c'est quoi? C'est, dans la plupart des cas, récupérer les données. Alors, on a dit, mais les données, il y en a certaines, on les a déjà. Oui, mais elles ne sont pas forcément au format de l'IA. Donc, on va récupérer les données structurées d'entreprises pour justement pouvoir les exploiter à partir d'outils d'intelligence artificielle. Là où on va avoir quelques prises de tête dans beaucoup d'entreprises, c'est qu'il va falloir récupérer un corpus qui est non structuré, de documents, de photos, de tableaux, etc. Et on voit les entreprises actuellement qui se lancent dans des projets de numérisation importants, de façon à mettre au format numérique et dans un format accessible par les intelligences artificielles les données dont elles disposent en interne. Ensuite, il faut être capable de récupérer les données structurées sur Internet et des données non structurées sur Internet. L'avantage sur Internet, c'est qu'elles sont normalement numérisées. Il ne faut pas oublier qu'on a deux autres types de données, des données qui sont en flux continu et qui sont en provenance d'objets connectés, les fameux objets connectés. Donc, si vous voulez, vous allez avoir à récupérer des données qui sont en provenance, je les ai mis là, de montres, hein, de voitures hein, connectées. C'est le cas actuellement. De très grands constructeurs, sans en faire vraiment état et sans embâche, collectent de la donnée à partir de nos voitures, hein, à partir du moment où on les a achetées récemment. Vous avez des choses aussi qui sont très, très intéressantes et qui interpellent beaucoup, hein, qui sont l'exploitation dans des grands magasins. Alors, ce n'est pas vrai partout, hein, parce qu'il y a les fameux problèmes réglementaires, mais qui permettent tout simplement de voir le comportement des clients. Alors, vous voyez, par exemple, il y a un outil très, très célèbre qui permet, vous savez, dans les grands magasins, vous avez souvent des petites caméras, des petits écrans là, avec une publicité qui passe. Hein, bon. Et puis, il y a une caméra dessus. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il faut savoir que cette publicité, non seulement elle vous interpelle, mais aussi elle regarde un peu la tête que vous faites en regardant la publicité, et derrière, vous avez une intelligence artificielle qui gère les sentiments et qui regarde un petit peu comment vous réagissez. Donc, si vous voulez, c'est ça, c'est tout ça, toutes ces données, qu'est-ce qu'on va en faire? Puis enfin, il y a des gens qui n'ont pas de données et qui n'en auront pas. Hein, et donc, on a les outils d'intelligence artificielle maintenant, c'est pour ça que le bloc est en jaune, on a les outils d'intelligence artificielle qui permettent de générer de la donnée synthétique. Et donc, c'est une intelligence artificielle qui va créer des données et des espaces, des corpus de données qui vont être réutilisés par une autre intelligence artificielle lors de son entraînement. Aujourd'hui, on peut le dire, c'est qu'en fait, hein, il y a de l'intelligence artificielle un peu partout. Dans les outils classiques d'intégration, hein, ETL, c'est Extract, Transform and Load, on a des outils d'intelligence artificielle qui ont été greffés. Dans les outils d'intégration aux plateformes, hein, pour vérifier la conformité, les formats, dans les outils de traitement de données, hein, et là, on va en parler un petit peu, ces outils de traitement de données, c'est maintenant, et c'est beaucoup algorithmique autour du machine learning. On a des outils d'intelligence artificielle qui aident hein, à l'interaction, par exemple, des données, qui font évoluer la business intelligence. Maintenant, je peux faire une requête, non pas en utilisant un langage ou une interface graphique spécialisée, mais tout simplement en tapant un prompt. Hein. Donc, oui, en fait, c'est ça un peu l'évolution. Et puis, il y a tous les outils d'intelligence artificielle aujourd'hui qui permettent la numérisation en fait, des données hein, à partir du moment où on les a OCRisées ou scannées et autres. Donc, vous voyez un peu cet environnement. Alors,
dès le début, je m'en excuse, de façon à tenir potentiellement dans les 30 minutes, je ne détaille pas véritablement les slides. Ils sont très riches, vous les aurez de toute façon, et vous pourrez les considérer. Donc récupérer les données, après analyser les données. Et là, on est en plein dans le machine learning. Et vous voyez que le machine learning aujourd'hui, c'est un environnement extrêmement riche. Le machine learning sous ses différentes formes. Je ne rentre pas en détail. Apprentissage supervisé, non supervisé, par renforcement. On peut faire plein de choses. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, vous voyez que j'ai mis quelques applications très, très classiques, avec on retrouve les prévisions météo, les prévisions de consommation, l'estimation d'efficacité d'un traitement dans le domaine de la santé, la maintenance prédictive. Vous avez aussi toutes les recommandations des ciblages marketing, vous avez tout ce qui est visualisation, extraction de données, compression, etc. Vous avez tout ce qui est décision en temps réel, navigation robotique, apprentissage de tâches, et vous avez tout ce qui est détection de fraude, classification d'images, etc., etc. Il y a des entreprises qui ont traité leurs données et fait du traitement de données depuis des années, sans vraiment avoir recours à cette approche de machine learning, qui, elle, leur a fait découvrir des choses. Devant la stupéfaction de certains patrons qui ont découvert, grâce à cet outil, qu'il y avait des créneaux de clientèle et de marché qu'ils n'avaient jamais exploités parce qu'ils n'y avaient jamais pensé. Donc ça, c'est véritablement analysé. Alors bien sûr, ça permet de faire des choses. J'ai choisi un thème. Par exemple, je pense que certains d'entre vous connaissent les personas. Les personas dans le domaine du marketing numérique, c'est définir une personne fictive. C'est-à-dire le profil type d'un consommateur pour un produit ou pour une gamme de produits chez soi. Aujourd'hui, alors c'était toujours des choses un petit peu sportives parce que c'était lié à l'appréciation en fait, des équipes, il y avait souvent beaucoup de données à analyser. Là, un petit coup d'intelligence artificielle générative, adapté, bien sûr, oui. Là, vous avez, à partir de ce résumé de cluster, âge médian, panier moyen, visite par mois, taux d'abandon des paniers, centre d'intérêt, rédige une fiche persona marketing, un nom, photo, imaginaire, bien sûr, citation, objectif, frustration, parcours d'achat. Ouais, en fait, vous demandez ça à l'intelligence artificielle. Et puis elle a regardé le profil d'un petit million de clients, quoi. Une chose qu'on, si vous avez bien sûr un million de clients, base de données, un petit million de clients, regardez, comme ça, ce qui était totalement impensable lorsqu'on les faisait, je dirais, à la main. Et puis, il va vous cracher Mathieu Renaud, la fiche technique avec ses objectifs, ses frustrations, son parcours d'achat, etc., etc. Et donc ça, c'est une avancée de ces traitements de données. Alors on passe carrément à ce qui est le cœur en fait de la relation client, c'est le parcours client. Le parcours client avec ce que certains connaissent sans doute, c'est le RACE, vous savez, le Reach, Acquire, Convert, Engage. Je peux faire en français, atteindre, acquérir, convertir, fidéliser. Alors là aussi, je ne veux pas rentrer en détail véritablement, mais vous connaissez tous sans doute les différentes phases et les différents éléments qu'on peut utiliser pour atteindre les clients, alors, acquérir les clients, convertir les clients, fidéliser les clients. Et sur ce parcours client, vous voyez qu'en fait, c'est un travail intéressant qui a été fait par une société américaine qui s'appelle Smart Insights. Vous voyez qu'en fait, ils ont positionné les outils actuellement disponibles en machine learning, ce qu'on appelle la modélisation de la propension, c'est-à-dire c'est du génératif, et puis de vraies applications d'IA. En fait, c'est de l'agentique, c'est de l'agent. Vous voyez qu'en fait, on retrouve des produits partout. C'est-à-dire qu'en fait, tous ces produits sont des produits d'intelligence artificielle qui sont disponibles actuellement et qui permettent de marquer, en fait, et de développer très fortement différents niveaux en fait, du parcours client. Vous allez retrouver la sélection et l'utilisation de contenu web, les enchères programmatiques pour les publicités, la génération de contenu, la recherche vocale, le ciblage publicitaire, la modélisation de la propension d'achat, la notation des prospects. Vous remarquerez que c'est une machine learning, la modélisation de la propension d'achat, la tarification dynamique, des services clients productifs qui permettent de travailler en fait la base client et je dirais vente et achat dont on dispose et de façon à en tirer la substantifique moelle, je dirais. Et puis vous avez des choses comme la notation des prospects, l'analyse prédictive, la personnalisation web, l'automatisation bien sûr des campagnes marketing, on aura l'occasion d'en reparler. Donc si vous voulez, vous avez sur tout le cursus, sur tout le parcours client, vous avez des outils qui sont d'ores et déjà disponibles, qui sont d'intelligence artificielle. Alors, certains sont utilisés de façon déconnectée, c'est-à-dire en fait, ce sont des outils complémentaires de business intelligence, si vous voulez,
Mais de plus en plus, hein, avec l'arrivée des agents, on en parlera, les agents, eux, peuvent naturellement être connectés aux process qui sont déjà en place grâce à des API, Application Programming Interface, hein, des interfaces d'application. Donc ces agents peuvent, eux, interagir hein, de façon quasiment synchrone ou connectée avec les applications traditionnelles que l'on a actuellement et qui permettent de couvrir le parcours client. Alors, bon, là aussi, vous voyez qu'en fait, ça va apporter, on sent bien que derrière, hein, il y a les différents canaux hein, que va utiliser les clients, qu'utilise le client, et vous savez, on a toujours beaucoup de mal en relation client à suivre un client sur différents canaux, hein, sachant qu'un client utilise en moyenne 2,7 canaux, disons 3. Hein, donc, s'il utilise le mail, le téléphone et votre site d'e-commerce, il faut réussir à le suivre là-dessus. Et on verra qu'avec les agents, maintenant, s'ouvrent des perspectives tout à fait étonnantes, parce qu'on peut suivre assez naturellement les clients. Et vous voyez qu'une entreprise doit gérer 4, 6, 5 canaux différents, là aussi, hein, pour vraiment couvrir les différentes générations. Et donc, en cela aussi, hein, l'intelligence artificielle va apporter un plus non négligeable. Prospection et relations clients est donc rôle majeur hein, dans le support client, information, prospection, réclamation, assistance, dépannage. Hein. Alors bien sûr, et on en dira un mot un petit peu plus loin, ce que l'on appelle le chatbot, hein, le visual bot, le voice bot, le cobot, tous ces bots, hein, tous les assistants hein, ont un rôle majeur à jouer aujourd'hui. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà eu l'occasion de discuter avec un robot vocal, d'assistance et autres. Parmi les derniers qui sont sortis, c'est-à-dire ceux qui sont les plus évolués, il faut bien reconnaître que là, on se dit que le monde a changé, hein, en fait. Hein. Et donc, ça permet d'ouvrir des perspectives qui sont considérables, hein, de prospection intelligente, identifier les prospects avant le contact, de faire des scorings, voyez, bien sûr, d'avoir un support multicanal, omnicanal et multilingue, chose qui était toujours très difficile à avoir, hein, globalement. Donc, à avoir des contacts qui parlent toutes les langues. Tout ce qui est intervention conversationnelle, tout ce qui est amélioration de l'apprentissage, hein, des actions passées, c'est-à-dire en fait faire en sorte que lorsqu'on a un dysfonctionnement sur le parcours client, il soit intégré, détecté, intégré et connecté et corrigé. Ouais. Et ça, les agents peuvent le faire. Alors il y a bien sûr l'agent conversationnel autonome, mais aussi l'analyse émotionnelle, hein, dans le ton et le langage, qui peuvent aussi permettre de détecter pas mal de choses. Donc, là aussi, hein, il y a de très, très nombreuses fonctionnalités tout au long de ce parcours client. Une des fonctions vraiment très importantes, hein, incontestablement, alors là qui est proche de l'intelligence artificielle générative, c'est bien sûr hein, la génération de contenu et du trafic. Hein. Donc là, aujourd'hui, cette enquête est intéressante. Hein, elle montre que, je dirais, d'une façon générale, à près de 80%, si on compte à la fois ceux qui utilisent et ceux qui viennent de l'utiliser, vous voyez que pour générer des contenus sur les websites, générer des sujets et des textes d'email dynamiquement, pour générer du contenu sur les médias sociaux, etc., etc. Tout le monde a déjà basculé et utilise déjà l'intelligence artificielle générative. Ça permet d'aller très loin, de créer des articles, de personnaliser, hein, de faire de la publicité prédictive, c'est-à-dire de n'afficher que de la publicité cohérente avec ce qui est traité sur un média ou sur un canal donné. Tous les grands mécanismes que l'on avait à disposition pour faire de la publicité, du reciblage, hein, vous savez, de la publicité en temps réel, etc., ont intégré l'intelligence artificielle générative. Vous savez qu'en fait, une des grandes sources de trafic en marketing, c'était le référencement, le fameux search sur Google. Hein. Là, on va en dire 2 mots après, on a un souci. Hein, mais un souci qui est à la fois lié à l'évolution de l'intelligence artificielle et à l'évolution générationnelle. Hein. Donc, ce qui était notre ambition, l'optimisation du SEO, du Search Engine Optimizer, hein, c'est-à-dire en fait faire en sorte que quand on tape certains mots-clés sur Google, ce soit votre site qui sorte en premier, sans avoir obligatoirement besoin d'acheter hein, de la publicité et d'apparaître en site privilégié, hein, promotionnel. Donc, ça aussi, c'est une particularité. Être présent aujourd'hui sur les réseaux sociaux, hein,
lorsqu'on doit, du fait de sa cible de clientèle, toucher les Z et les alphas, oui, qu'en fait, c'est pas une option. Hein. Si vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, c'est mort. Hein. Donc, en fait, il faut impérativement générer du contenu, générer du trafic aux bons endroits. Hein. Sans oublier d'utiliser l'emailing, toujours très en vigueur malgré le flow, les SMS et la poste. Parce que, je dis toujours, hein, un petit courrier une fois par an, avec une belle enveloppe en tête de votre société, si vous avez par ailleurs bien travaillé et que votre image de marque est bonne, ça a un impact non négligeable, il ne faut pas se donner. Alors, comme je l'ai dit, dans ce contexte-là, il y a un problème, c'est Google. Le problème, c'est Google et les moteurs de recherche, puisque le business model change. Hein. On va passer du SEO, donc Search Engine Optimization, au GEO, Generative Engine Optimization. Le problème, il est là. C'est que d'ores et déjà, 35% des Français utilisent ChatGPT ou Gemini pour faire une requête sur Internet. Ils ne passent plus par Google. Le trafic IA augmente à une vitesse folle. Google et Bing sont déjà largement en tête. Mais, vu du côté des entreprises, le passage du SEO au GEO peut se traduire par des pertes de trafic qui sont considérables. Hein, on a un écart type de 17 à 79% de pertes de trafic du fait du passage au GEO. Et d'autant plus que ce qui nous inquiète, c'est bien sûr le fait que les jeunes générations, elles, sont passées en masse sur le GEO. C'est-à-dire qu'en fait, on est, là aussi, il n'y a pas eu d'enquête récente, mais on pense qu'on est à 80% des jeunes qui utilisent l'intelligence artificielle générative pour leur requête. Vous avez un exemple là, qui est intéressant, c'est sur Google. Alors c'est Google ici, et c'est Google avec AI Overview. Je vous rappelle que AI Overview n'est pas disponible en France, hein. Pas encore, ça va pas tarder. Oui, en fait, je fais une requête. Alors, la requête que j'avais fait pour ne pas avoir trop de publicité sur bull market, qui est un terme de financier. Bull market. Je tape bull market sur Google. Hop, j'ai ma liste habituelle. Quelques questions complémentaires proposées par Google. Et puis, pof, 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 hein, les différentes références. Vous voyez que je vais sur le site américain et je tape bull market avec AI Overview, c'est-à-dire avec l'intelligence artificielle générative. Vous voyez que j'ai un résumé qui est une préconisation. Et bien sûr, le site me propose des liens avec les sites qui lui ont permis d'écrire ce résumé. Vous voyez qu'un des problèmes là, c'est plus du tout de réaliser de l'indexation sur les clés de recherche, c'est-à-dire sur les mots qui caractérisent mon entreprise. Il faut à tout prix que je propose un résumé chouette à Google, de façon à ce qu'il l'adopte, qu'il le prenne ici et qu'il me cite en référencement. Le Generative Engine Optimization, lui, change complètement les concepts du référencement naturel. Et donc, c'est le prochain challenge, de savoir ce qui va vraiment se passer, sachant que Google est bien placé, puisqu'ils ont de tout temps été des chercheurs très avancés en intelligence artificielle. Ce qu'on peut noter juste, c'est qu'ils ont eu quand même un gros problème avec l'arrivée en fait d'OpenAI, puisqu'ils se sont laissés un petit peu dépasser, mais temporairement récemment. Le processus de vente est appréhendé, on bascule. On a parlé du processus de vente dans sa globalité. Vous avez la partie du processus qui, elle, est purement un processus de vente. Alors, l'archétype, c'est le processus de e-commerce. Donc, je n'ai pas une approche totalement exhaustive là. Il y a les ventes B2B, les ventes par commerciaux, etc., qui ont leurs propres caractéristiques. Mais voyez, en fait, quand vous regardez le processus de vente, déjà, les processus d'e-commerce ont intégré l'intelligence artificielle de façon tout à fait étonnante. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, nous avons de la recherche intelligente sur le site de l'entreprise. Nous avons les tâches administratives répétitives ont été automatisées de façon à aller très très vite. C'est pas très bien, mais vous savez, Amazon a toujours été une référence. Regardez et imaginez, lorsque vous êtes client Amazon Prime, donc vous payez un petit peu tous les ans pour être livré le lendemain, etc., et que vous avez déjà fait des achats, vous voyez comment ça va un achat. Vous cliquez sur un item, vous dites j'achète, et vous dites très bien, c'est bon.
tout le processus a été automatisé, hein, y compris le paiement en ligne, etc. et autres, tout. Hein. Donc, en fait, c'est cette partie-là, hein, c'est cette automatisation qui a beaucoup évolué et qui est liée, bien sûr, à l'intelligence artificielle. Vous avez, dans certains cas, comme en B2B par exemple, hein, vous avez des stratégies de négociation qui sont proposées par l'intelligence artificielle en faisant des contacts que vous avez. Vous avez des prédictions de besoins en B2B également. Hein, ils sont capables de vous dire attention, votre stock va tomber en rupture dans un mois, pensez à passer commande. En B2C, hein, vous avez des optimisations de parcours client, comme je viens de le citer. Donc, j'ai fait un peu le même trajet. Vous voyez, en fait, on regarde un peu le processus purement de e-commerce. Vous avez ici le processus de e-commerce à l'ancienne, je dirais, approche classique, gestion de la relation, prise de commande, gestion du paiement. On va même jusqu'au bout, hein, stock et livraison, suivi de la qualité de service, gestion du site. Vous voyez qu'en fait, hein, cette séquence-là, là, ici en bleu, vous avez les endroits où il y a un impact de l'intelligence artificielle. Hein, vous avez tout ce qui est chatbot, assistant virtuel, personnalisation ici. Vous avez l'automatisation de la prise de commande, l'order to cash. Hein, mais vous avez aussi la détection des anomalies, des fraudes et autres. Vous avez une sécurité renforcée, éventuellement de la biométrie ici. Vous avez la prévision de la demande. Et là, on bascule dans la e-logistique. On est capable de prévoir la demande à partir de là, hein, et des éléments qui sont recueillis en temps réel sur le site et de les projeter, hein, véritablement. Et donc, on va pouvoir faire de l'optimisation logistique, de la gestion dynamique d'entrepôt. Là aussi, si vous regardez ce que fait Amazon, c'est hallucinant. Hein. Donc, l'analyse des retours clients, hein, en qualité de service, la surveillance, hein, globalement, et puis en gestion de site, vous voyez, être capable de mettre en avant certains produits, c'est-à-dire de détecter quels sont les produits qui ne sont pas véritablement à la bonne place sur le site, et remonter un petit peu tout ça, et puis là aussi, hein, faire du SEO automatisé, c'est-à-dire que lorsqu'on enregistre un nouveau produit sur le site, ben le système, l'intelligence artificielle derrière, fait toutes les opérations pour faire indexer ce nouveau produit sur les moteurs de recherche. La relation client, eh bien, si on va encore un petit peu plus loin, est un point critique. C'est-à-dire qu'en fait, on a beaucoup travaillé sur le call center, le contact center, et oui, bien, c'est-à-dire que c'est le critère très important, c'est ce qu'on appelle le FCR, c'est-à-dire le First Contact Resolution. C'est-à-dire qu'en fait, les prospects, les clients, quel que soit le canal, ils appellent et ils veulent avoir une réponse. Vite. Hein, c'est le tout de suite qui est bien connu aujourd'hui. Alors, c'est la métaphore du sablier. Hein. Il faut que le sable coule, il doit couler de plus en plus vite. Hein. Donc, là aussi, dans la relation client, vous voyez que les perspectives qui s'ouvrent sont extraordinaires parce qu'il y a deux choses. Il y a d'abord la possibilité d'avoir des outils qui sont à la disposition des clients et des prospects, je dirais à la limite 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, efficacité maximale dans n'importe quelle langue. Ouais, je caricature un peu, mais c'est ce qui sera à notre disposition, hein, et déjà à notre disposition chez certains grands fournisseurs. Et la particularité, hein, c'est qu'en fait, cet élément-là, c'est de l'accueil unique en plus. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, les gens appellent à partir d'un téléphone, etc. Mais ne nous cachons pas, hein, c'est le fameux SPOC, le Single Point of Contact, c'est quoi? C'est le smartphone pour toutes les entreprises. Donc en fait, il faut avoir, hein, cette possibilité de travailler avec le smartphone et donc d'avoir cette réactivité. Alors, la grande révolution, eh bien, c'est les chatbots, hein, les voicebots qui sont en train d'évoluer. Je pense que tout le monde a vu cela. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, on avait ici, hein, le chatbot classique, c'est-à-dire vous appelez, c'est Siri, si vous êtes sur Apple, etc. Vous appelez. Vous avez un outil intelligent artificiel de première génération qui vous fait, hein, le Natural Language Processing, c'est-à-dire, hein, il passe de la voix au texte et à partir de là, il utilise du moteur de recherche évolué pour chercher dans la base de données de connaissances que l'on a créées en interne ou dans les données qui sont stockées en interne. Il faut bien voir que ce modèle-là est en train d'exploser. Il devient, hein, l'assistant devient agent. C'est-à-dire qu'en fait, la question est posée à un agent, hein, d'intelligence artificielle qui, lui, va tout simplement décomposer la demande, va utiliser, hein, le langage et l'intelligence générative qui va bien, il va être capable, hein, d'utiliser n'importe quel modèle de machine learning, c'est-à-dire là, hein, d'outils statistiques de consultation de données. Il va pouvoir exécuter du code si c'est nécessaire. Il va aussi pouvoir consulter n'importe quelle donnée ou n'importe quel document et à partir de là, produire
un texte de sortie ou répondre vocalement aux demandeurs. Vous voyez que là, on est beaucoup plus loin. Pourquoi? Parce que là, on était dans un environnement limité, qui est celui d'entreprise, globalement. Ici, on a une ouverture multisource, c'est-à-dire les IAG, les intelligences artificielles génératives sont diverses, les algorithmes de MLE, de machine learning, sont au choix, les programmes peuvent être spécifiques, les corpus documentaires sont extérieurs, etc. etc. Donc c'est en cela qu'il y a une évolution. Une autre évolution, c'est la corrélation multiréseau. C'est-à-dire qu'en fait, on sait aujourd'hui, grâce à des agents, interroger globalement le net et les différents réseaux sociaux pour avoir en permanence, d'une part, une information collectée sur ce qui se dit, ce qui se passe et l'autre, et aussi la possibilité de faire ce que l'on avait du mal à faire toujours, c'est d'avoir une homogénéité. Si vous voulez. Le nombre de fois dans une entreprise, les clients qui appellent pour dire, dis donc, j'ai vu sur votre site internet le produit à 100 €, je suis allé au magasin, il était à 120. Ça, c'est pas bon. C'est qu'en fait, il y a un vrai problème, ou bien 120 partout, ou bien c'est 100 partout, mais il ne faut pas qu'il y ait de disparité. On ne savait pas très bien le faire, sauf à mettre des équipes qui surveillaient en permanence. Là, l'intelligence artificielle, les agents en particulier, sont capables de synchroniser tout ça. De la même façon, et qu'en fait, on pourra, là aussi, centraliser les comptes, analyser les conversations, on peut, analyser les sentiments, bien sûr, faire des alertes en temps réel, lorsqu'il y a des pics de mention, des crises potentielles sur certains réseaux. Là aussi, attention néanmoins à ce qui est déjà proposé, qui est le CRM onboarding. C'est un agent qui permet de scroller le net pour établir une fiche contact détaillée de l'individu. Quelqu'un se connecte sur votre site, l'agent déclenche, il va consulter sur le net toutes les sources, les réseaux sociaux, etc., etc. Et à partir de ça, il fait une analyse de ce qu'il a connecté et il vous fait un petit résumé. Alors, vous remarquerez que sur certaines sites, il y a un petit post bleu marqué RGPD 2018. Ce sont, parmi tout ce que je vous ai raconté et dit, ce sont les thèmes sur lesquels on a un problème RGPD. Ça ne veut pas dire que ça caduque cette possibilité, ça veut dire tout simplement qu'il faut faire attention. Et donc faire attention à être conforme à la gestion des données personnelles, parce qu'on est dans le périmètre européen, de façon à ne pas se faire coincer sur ce sujet. Le dernier thème que je veux traiter, c'est l'automatisation des campagnes. Vous voyez qu'en fait, la particularité là, c'est que les agents, et vous voyez qu'on a glissé progressivement vers les agents et l'agentique, sont des orchestrateurs intelligents, je l'ai déjà dit. Donc en fait, ils vont démultiplier la plupart des utilisations de l'IA. Et vous voyez qu'en fait, ils permettront d'enchaîner en fait différentes tâches, de déclencher et d'optimiser des campagnes avec du gain de temps, de la personnalisation accrue, de la réactivité, et puis toujours, eux ont une vision intégrée. C'est-à-dire ça, c'est une grande caractéristique de l'intelligence artificielle, c'est cette possibilité d'avoir une vision globale, toujours. Et donc, si on regarde quelques exemples, je vais citer quelques exemples, mais j'en ai extrait 2, 3. Alors, le problème, c'est qu'ils sont maintenant vocaux, et donc il faut avoir des traductions, je dirais, textuelles. Regardez, voilà 3, je commence par celui-là. C'est un cas de ressources humaines. Vous voyez, c'est un chatbot, tout simplement. Salut, combien de jours de congé il me reste à solder? Vous voyez, l'intelligence artificielle, l'agent répond bonjour Frédéric, il l'a déterminé, bien sûr. Il te reste 18 jours de congé. Frédéric dit merci, je vais poser mon 2 février. Et l'intelligence artificielle lui répond c'est noté, la demande vient d'être envoyée à ton manager pour validation. On sent bien derrière le processus qui se déroule, alors qu'avant, il y avait un papier à imprimer, à faire signer, etc. C'est terminé. Vous avez ceci, qui est un autre processus d'assistance, conforme par exemple à la normitile. C'est la normitile, c'est quelqu'un appelle, donc la normitile c'est plutôt centré, c'était au départ centré sur le dépannage et l'assistance technique, ça a maintenant dépassé complètement ce niveau-là pour passer sur le relationnel commercial. Mais dans le domaine critique et de panne, quelqu'un appelle, le système est capable de détecter si c'est un incident ou pas, parce que si c'est un incident, il est capable de répondre en temps réel et de donner la solution au problème. Si ce n'est pas un incident, le système est capable d'escalader immédiatement en problème, le problème étant, lui, soumis à des équipes externes. Vous voyez qu'on est bien dans le cadre de la chambre. C'est-à-dire qu'on va interroger un technicien. Et lorsque ce technicien répond, bien sûr, on répond
à l'environnement, à la personne qui avait soumis le problème, mais aussi, on va gérer le changement. C'est-à-dire que ce problème ayant été résolu n'est plus un problème, il est escaladé, il devient un incident, et il sera traité comme un incident par l'intelligence artificielle dès la prochaine occurrence. Un dernier point qui, moi, alors, j'ai essayé de me renseigner derrière, parce que ce mail, je l'ai reçu il n'y a pas très très longtemps, interpelle beaucoup. Bonjour, je m'appelle Delphine et vous n'allez sûrement pas le croire, mais depuis que j'exerce le métier de secrétaire en entreprise, je n'ai jamais manqué un seul appel. Que ce soit tôt le matin, tard le soir ou même le week-end, je suis toujours disponible. J'accueille les clients, je prends les messages, je planifie les rendez-vous, je transmets les informations avec précision. Et pourtant, mon salaire ne dépasse pas une dizaine d'euros par mois. Parce que je ne suis pas une employée, je suis Delphine, la secrétaire IA de votre entreprise. Je réponds à tous vos appels 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec le même professionnalisme qu'une véritable assistante. Je suis déjà configuré pour votre entreprise, puisqu'ils avaient l'email. Accordez-moi juste 2 minutes de votre temps. Donc, et puis, écoutez-moi répondre à un appel. Donc, vous l'écoutez répondre à un appel, vous cliquez pour répondre à son mail, et là, en fait, ce n'est pas une secrétaire au bout du fil, c'est l'intelligence artificielle elle-même qui vous propose des tarifs, et vous propose, on va démarrer immédiatement, et si vous dites que vous démarrez immédiatement, vous êtes mis en production. Vous voyez que derrière tout ça, vous avez des agents qui déclenchent, et je dirais que je n'ai pas pu enquêter véritablement, mais je pense que derrière tout ça, vous avez tout simplement un process du début à la fin où il n'y a aucun humain. Ce qui interpelle quand même, globalement. Impressionnant. Donc, c'est ça, l'automatisation de processus patient. Je peux dépasser mon temps. Je termine. Mon dernier slide. Vous avez vu que j'ai évité soigneusement de parler des fournisseurs. Pourquoi? Un, il y en a trop. Deux, ça pollue un peu le message. Voilà. Ouais, aux États-Unis, vous avez 300 à 400 fournisseurs de l'intelligence artificielle. En France, il y en a une petite centaine. Dans tous les domaines, que ce soit d'agents séparés, que vous pouvez installer de façon indépendante, ou le système intégré. Bien sûr, tous les grands fournisseurs, tous les grands éditeurs ont fait évoluer leur logiciel. Si vous parlez de SAP, de Salesforce, de Workday, de ServiceNow, etc., ils ont tous fait évoluer leurs outils. En conclusion, l'AI, pour moi, c'est individualisation, personnalisation, réactivité, qualité de service. La vigilance, c'est la cybercriminalité, puisqu'elle est en train d'exploser à cause de l'AI. Mais la cybercriminalité défensive est en train d'exploser aussi à cause de l'AI. Les fakes, bien sûr, la conformité réglementaire et la supervision globale de ce machin. Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça s'automatise un peu partout. Et donc, si on n'est pas capable de superviser globalement les process, ça risque d'un peu nous dépasser et sous l'effet d'hallucination, de cybercriminalité, on peut avoir des problèmes. Les freins, en entreprise actuellement, tel qu'on le constate, l'acculturation est presque inexistante. Tout le monde veut faire de l'intelligence artificielle, personne ne sait comment ça marche. Ce qui est quand même, je caricature en disant ça, bien évidemment. L'autre frein, c'est la crainte des conséquences sur l'emploi, qui est justifiée en certains cas. Et le troisième, j'ai déjà évoqué, nos data. J'en ai terminé. Un grand merci, cher Bernard. Alors, j'ai appris plein de choses. Ça montre un peu la qualité et la densité de ton intervention. Mais sans plus tarder, quelles sont les questions que vous avez à poser, soit par oral, soit par écrit? Alors, je ne vois pas encore de questions dans la conversation. N'hésitez pas. J'ai été trop brillant ou à côté de la plaque? À mon avis, c'est plutôt la première option. Voilà. J'en suis désolé, mais le thème est d'une richesse absolue. C'est certain, mais c'était passionnant. J'avoue que j'ai appris beaucoup de choses personnellement. Alors tiens, il y a Patrick Didier, Kofi, qui veut poser une question par oral. Puis on va voir après les questions par écrit. Je te les poserai. Vous pouvez poser votre question. D'accord. Merci, bonjour. Patrick Kofi, sous-directeur commercial marketing au groupe NCA basé à Abidjan. Donc, merci déjà pour la présentation. Donc, je pense qu'à l'entame, il était clairement mentionné sans données, sans IA, mais pas non plus d'IA sans données. Donc, de façon très claire, c'est
c'est indispensable en fait que les données soient disponibles de sorte que nous puissions l'exploiter en fait à 360. Alors, votre question, parce que l'objectif, c'est vraiment de poser des questions très courtes, Oui, ou donc c'est la devenu question, remarque? c'est ça. Bon, pas vraiment une question, mais vraiment insister sur cet élément de sans D'accord, données IA, si encore l'intervenant peut revenir là-dessus, parce que ça fait beaucoup de débats autour de nous, et tout à fait, notamment dans ma société. Et donc, si on peut revenir et insister un peu sur cet élément, ce serait très bien pour moi. c'est Merci. clair. Alors, sinon, il y a une question Enfin, est-il possible de recevoir la de... présentation si c'est Oui, oui, possible? tout à fait, C'est tout. Oui, c'est bien sûr, prévu, oui, il n'y a aucun problème. c'est prévu. Je voudrais juste vous dire une Merci. chose, c'est que pour vous montrer un peu, là, je ne pourrais pas citer la société, mais pour vous montrer l'importance des data, on a quelques entreprises qui sont bloquées, hein, incontestablement. Il y a une entreprise où il y a 10 ans, ça m'effraie toujours un peu de dire ça parce que ça me fait passer pour un vieux radoteur, mais il y a 10 ans, on avait récupéré tout l'espace documentaire, technique essentiellement, hein, qui était énorme, hein, vraiment, et l'accès avait été coordonné, enfin mis à disposition en utilisant un produit qui est très peu connu qui s'appelle Google Enterprise Search. Je ne sais pas d'ailleurs s'il existe toujours. Hein. Donc, on avait pris Google Enterprise Search, il y avait 2-3 serveurs, les serveurs avaient été lancés, ils avaient référencé la totalité des espaces documentaires, on l'avait mis à disposition, ça avait râlé comme c'est pas possible, parce qu'au début, j'en disais, oh, mais c'est notre boulot, etc. Comme je dis, 2 ans après, on aurait retiré l'indexation, on aurait eu une grève. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est que, donc, vous voyez, les données étaient déjà prêtes, elles étaient orientées moteur de recherche, et en 3 mois, ils sont passés au moteur de réponse. C'est-à-dire qu'en fait, là maintenant, les données étaient prêtes et tout, il n'y avait aucun problème. Et donc le glissement s'est fait, vous voyez. Hein. Donc de l'intérêt d'avoir une gestion de documentaire forte, de l'avoir déjà faite, ça, c'est un prérequis, une marche, si vous voulez, pour passer à l'intelligence artificielle, qui est très très forte, enfin, pour un type d'intelligence artificielle. Très bien. Alors écoute, Bernard, ce que je te propose, c'est comme il y a effectivement pas mal de questions, ça va être assez rapide, hein. Votre vision de l'avancement du déploiement à l'échelle de Isabelle Sipmar. Bonjour Isabelle au passage. Le déploiement à l'échelle, c'est là aussi, hein, c'est comme tout projet. Et en fait, si c'est vraiment maîtrisé, hein, que l'on a prévu les formations, l'aide, l'assistance, que l'on a informé les gens qui auront à subir l'intelligence artificielle et autres, je dirais qu'il n'y a pas de souci particulier, si ce n'est que, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, on a un frein considérable qui est la crainte pour l'emploi, hein, dans beaucoup de cas. Hein. C'est-à-dire qu'il faut s'en méfier, il faut travailler ça en amont, il faut y réfléchir avant. Hein. C'est un axe, si vous voulez, du projet. Le projet n'est pas uniquement technologique. Le projet, c'est aussi de dire quel impact sur véritablement les utilisateurs, hein, ou les gens qui vont être soumis à cette intelligence artificielle, et puis préparer le terrain, c'est qu'en fait, voir ce que l'on peut faire. Là aussi, je ne me pose pas trop ce genre de questions, parce qu'en fait, ça nous entraîne dans je dirais, des discussions philosophiques, psychologiques, etc., qui sont réelles. Hein. Mais je pense que on doit. Vous voyez, le problème de fond, j'ai aussi des médecins. Hein, bon, voilà. Alors les médecins disent ah oui, bon, ça va supprimer mon boulot, puisque l'intelligence artificielle fera le boulot à ma place. Pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait, pas du tout. D'abord parce que le premier rôle d'un médecin, c'est la communication et la confiance qu'il établit avec le client. On aura un peu de mal à faire ça avec une intelligence artificielle, ou même avec un robot humanoïde. Hein. Donc, ce rôle-là est important. Et par ailleurs, vous voyez bien, il y a actuellement des outils absolument extraordinaires qui font l'analyse des radios. Bon. Je dirais qu'un médecin normal, il voit une radio, il détecte en 80%. Qu'est-ce que fait l'outil d'IA? Lui, il trouve les 80%, en principe, sans problème, mais il trouve 10% de plus. 10% que le médecin n'avait pas vu, soit parce qu'il a été un petit peu trop vite, soit parce qu'il ne connaissait pas cet environnement-là. Et je dis, ben, tu vois, regarde, tu es toujours là. De toute façon, il faut que tu analyses les résultats, et en plus, tu es vite. Or, c'est un argument que vous trouvez un petit peu falsifié, mais c'est la réalité. Donc,
le passage à l'échelle, il doit être préparé, je dirais, plus qu'avec un projet classique. Super. Bah, écoute, peut-être une des dernières questions. Lorsque l'IA analyse les sentiments humains, pensez-vous, cher Bernard, qu'elle stimule un comportement réel et en cas d'échec, qu'il y ait un risque de problème éthique? Question d'Alam Oh, Shine. oui, je le pense personnellement, tout à fait. C'est-à-dire que le problème aujourd'hui de tous ces développements, c'est tout simplement d'avoir des garde-fous. Et comme je vous disais tout à l'heure, c'est la supervision. Et la supervision, c'est de faire en sorte que lorsque l'intelligence artificielle sort d'un cadre préétabli qu'on aura défini, et c'est difficile à définir, hein, on soit alerté et qu'on puisse réagir. Parce que, oui, il y a beaucoup de gens qui m'amusent, qui disent oui, mais bon, l'intelligence artificielle, il doit y avoir une certaine forme d'explicabilité. Deux arguments. Un, dans des cas extrêmement complexes, l'explicabilité, je veux dire, c'est pas simple de l'expliquer. Et deuxième cas, c'est justement pour ça qu'on cherche, qu'on a recours à l'intelligence artificielle. C'est pour les cas où elle va nous proposer des pistes dont l'explicabilité n'est pas évidente. Et dans ce cas-là, elle nous interpelle. C'est à nous de réfléchir pourquoi on n'avait pas pensé à ça, pourquoi ça. Comme je dis, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai connu ça en entreprise où ils avaient des bases informationnelles très, très importantes, un petit coup de machine learning là-dessus, hein, et ils sont mis à trouver des groupes homogènes, donc des personas spécifiques qu'ils n'avaient jamais traités et qui ont apporté un chiffre d'affaires non négligeable derrière, parce qu'ils ne les avaient jamais vus. Intéressant. L'explicabilité, je ne sais pas, qu'en fait, alors bien sûr avec des problèmes de fond, hein, parce que, par exemple, l'intelligence artificielle s'est mise à dire Madame est enceinte. Alors, si c'était vrai, pas de problème, mais si c'était pas vrai, si elle n'était pas encore au courant, ça pose problème. C'est gênant. Allez, dernière question. Est-ce que tu connaîtrais des outils, en fait, à base d'IA ou des modules pour le suivi de parcours des visiteurs, par exemple, ou qui peuvent aider à la navigation et aux recherches complexes d'informations sur la plateforme, mais plus particulièrement au suivi de parcours des visiteurs? Question de Gaëtan Manval. Oui. Le suivi de parcours des visiteurs, hein, le problème, c'est est-ce qu'on a de l'information en entrée qui nous permet de suivre le visiteur? Dans les hypermarchés, on suit les visiteurs. Alors, je ne sais pas si vous savez comment. À partir du panier, quand il arrive, il dépose les articles qu'il a achetés sur le tapis roulant, on les enregistre, et on sait très bien dans quel rayon se trouve l'article. Donc en fait, par déduction, j'arrive à avoir le parcours à l'intérieur de l'hyper de la personne. Et donc, ça me permet de voir où est-ce que j'ai bien placé certains produits, ou mal placé, ou d'autres, etc. Donc le problème de fond, c'est l'information de départ. Savoir de quelles données on dispose. Là aussi, il faut phosphorer. Oui, il y a pas de. On est dans un domaine statistique, donc on peut être vrai à 60%. C'est parfait. Ouais. Pendant très très longtemps, au tout début, par exemple, l'aspect générationnel. Bon, un des problèmes qu'on avait, on n'avait pas l'âge des clients dans le fichier. Parce que, alors bien sûr, on va dire, on ne va pas voir les clients, mais on leur dit donc, vous êtes né quand? D'abord, le RGPD nous l'interdisait. Très rapidement, il y a 2 sociétés de services en France qui ont trouvé l'algorithme qui allait bien. Elles sont capables de dire à quelle génération appartient un client à partir de son prénom. Oui. Son prénom, plus quelques paramètres de recoupement. Mais, alors, je vais dire, mais ça marche bien, 80%. Super. Écoute, un énorme merci, Bernard. Je crois que les gens ont adoré. Alors, pour terminer, puisqu'on va respecter l'horaire, le prochain webinaire aura lieu le 16 décembre. Ce sera le dernier de l'année. Et il sera animé par Claude Edmond, vraiment aussi prestigieux expert, qui nous vient directement de Québec et qui nous parlera de l'IA. Sera-t-elle pour l'humain son ennemi, une partenaire asservie ou son égal et son allié inconditionnel? Tu vois, ce sera dans le prolongement, cher Bernard, un petit peu de ton intervention.
pour rappel, on a eu pas mal d'anciens webinaires, hein, on est au 5e. En tout cas, merci à toutes et à tous, en tout cas pour votre intérêt. Et je vous donne rendez-vous au 16 septembre, au 16 décembre, pardon, excusez-moi, juste avant les fêtes. Je crois que j'en ai besoin. Et un grand merci encore, Bernard, c'était génial. Bien, un grand merci à toutes et à tous. Et puis, bonne continuation et bonne route avec l'IA. Et n'hésitez pas aussi à nous contacter, hein, Bernard notamment, qui a préparé un séminaire de 2 jours sur ce sujet, hein, pour tous ceux qui sont intéressés. Je tiens à le dire. C'est important parce qu'il a énormément de matière. Allez, bonne journée à toutes et à tous. Au revoir.